industrie plus forte. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour, alors bienvenue à l'émission Vivre Ensemble. Je suis Jean-Marie Vianney et puis une autre émission pour vous parler des acteurs, des gens qui dans la communauté ont fait un parcours, ont créé, sont venus avec des idées, puis parfois farfelues, mais qui se sont concrétisées. Et cette émission aussi est une des particulières parce que j'ai le plaisir de recevoir un visionnaire de la communauté, un visionnaire qui parti de son Bénin natal, arrive ici dans la grande région de la capitale nationale et puis s'impose, puis dit il y a des choses qui, dans ma communauté, je pourrais apporter. Voilà ma contribution, voilà mon marqueur identitaire. J'ai le plaisir d'accueillir à l'émission un visionnaire communautaire, M. Pierre Dadjo. M. Pierre Dadjo, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour M. Vianney, et merci de m'inviter, de m'accueillir. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Oui. Demandez, j'espère que toi aussi tu vas bien. Ça va très très bien, oui. Bon. J'ai toujours eu envie de vous avoir à l'émission, mais parce que quand on voit votre parcours, on voit le travail que vous avez accompli, et puis vous continuez à apporter le souffle, la dynamique, ça commence comment pour mes auditeurs et mes auditrices qui auraient envie d'être devant vous et de vous poser les mêmes questions. Ça commence comment quand on porte ce genre de rêve que vous avez porté, la contribution que vous ne cessez d'insuffler au sein de la communauté? Il faut dire que il faut être un missionnaire. Il faut être un missionnaire. Il faut se donner une mission. Quand je suis arrivé au Canada en 1989, il y a des choses qui m'ont marqué. Oui. La première chose, c'est que j'ai été accueilli en anglais. Oui. On m'avait dit qu'il y avait des services en français. J'avais de la difficulté à trouver des services en français pour les immigrants. Donc c'était un premier choc. C'était les premiers chocs. C'était les premiers chocs. Et puis, les organisations d'immigrants étaient anglophones. Mm-hmm. Étaient anglophones. Il n'y a que des organisations de pays d'origine. Oui. C'est la fête, c'est les deuils qu'on se retrouve à l'occasion. Mais les mariages, les baptêmes, des affaires comme ça. Mais on ne voit pas du tout une préoccupation par rapport aux problèmes qui concernent notre véritable intégration dans la communauté. Les francophones de souche, les franco-ontariens, c'est pas leur affaire. Oui. C'était pas du tout leur affaire. Et donc, mon premier logement, c'était à Vanier, parce qu'on me disait que les francophones sont à Vanier. Donc, j'ai choisi de me loger à Vanier, mais je ne les trouvais pas non plus. Ça m'a pris du temps à trouver l'ACFO, plusieurs mois. Oui. Et puis j'ai été là, il n'y a pas de service pour les immigrants non plus. Oui. Bref, pour moi, c'est devenu comme un défi que ce que je n'ai pas pu obtenir en arrivant ici, que d'autres puissent l'avoir. Le transférer à d'autres. C'est ça, que je puisse faire ce que je dois faire pour que les générations qui vont venir vont obtenir ce que moi je n'ai pas eu. Oui. Tout ce qui est reconnaissance des acquis, l'Université d'Ottawa, c'est beaucoup de sciences sociales pour les immigrants, etc. On était limité presque partout. Donc c'était un territoire assez vide, il n'y avait pas de service, on n'a même pas imaginé qu'on se rendrait là.
C'est ça, c'est exactement dans ce territoire que j'ai atterri. Et donc, mes premières années, en 90, j'ai rencontré députés, j'ai rencontré conseillers, pour tester le terrain, comment les choses se font. Mais j'ai aussi rencontré des personnes de la communauté qui ont une certaine expérience communautaire dans le côté anglophone, mais francophone, pour savoir un peu pourquoi ils ne pouvaient pas avoir quelque chose de francophone pour les immigrants francophones. Et dans ces rencontres-là, la réception était comment? Qu'est-ce qu'ils disaient? Non, en fait, tout le monde me trouvait comme un rêveur. Parce que on m'a raconté pas mal d'histoires. Un rêveur. Ça va pas marcher. Oui, il y avait rien de véritablement encourageant de me voir un peu comme un rêveur. Alors, mais j'ai continué mon rêve. J'ai été à l'ACFO, j'ai trouvé une dame fantastique, j'ai jasé avec elle, elle a cru en moi. Et puis, je suis devenu membre de l'ACFO, premier noir siégé au conseil d'administration de l'ACFO régional. Et de là, j'ai initié une table de concertation. C'est là où j'ai commencé. Et la première étude de besoins pour les immigrants francophones, je l'ai initiée, parrainée par l'ACFO régional. C'est là où j'ai invité pas mal de gens de la communauté. C'est vraiment un bâton de pèlerinage. La communauté à ce moment-là ressemblait à quoi? À ce moment-là, la communauté existait et ça a toujours existé, mais ce n'était pas une communauté, c'est assez hétérogène. Donc, par exemple, dans la communauté haïtienne, vous avez 3-4 organisations. Dans la communauté congolaise, vous en aviez 2, vous en aviez 2 dans la communauté camerounaise, etc. Donc, il y avait des associations, mais qui ne travaillaient pas ensemble, qui se rivalisaient même dans certaines mesures pour donner des choses qui ne sont pas, à mon avis, essentielles pour le vivre ensemble. Donc, j'ai réussi à amener tout ce monde-là autour d'une table pour une étude de besoins de la communauté. C'est ça. Alors, après avoir réussi ça, je me suis dit que je suis capable de continuer mon rêve. Je suis capable de continuer. Il fallait continuer. C'était juste un début, une amorce, et puis continuer le travail. C'est ça. En ce temps, c'était aussi déjà une organisation que j'ai créée avec d'autres personnes, l'Association communautaire des Africains francophones, bien élargie. Donc c'était une première tentative. C'est ça. Alors, l'Association communautaire des Africains francophones a connu un succès fulgurant en un temps record. Là, le nom ne convenait pas parce que les amis d'origine haïtienne se sentaient pas inclus dans il faut changer la donne. Il fallait faire évoluer c'est là où l'idée du Conseil économique et social d'Ottawa Carleton est venue. Et puis j'ai commencé, j'ai invité les gens. Et quand je dis j'étais vraiment seul. Les gens croyaient en moi. Les gens croyaient en moi. Et c'était l'atout que j'avais. Les gens voyaient en moi quelqu'un qui était déterminé. Et donc, quand je les invite, ils viennent. Donc, ça prenait un leadership. C'est ça. C'est ça. Donc, c'était intéressant. Alors, je crois que la première chose que je dois dire, c'est que en ce temps-là, il y avait quelque chose de nouveau qui n'avait peut-être jamais été entrepris et qui avait commencé. Et donc, il y avait un petit respect par rapport à cet idéal de vouloir amener tout le monde ensemble, de faire quelque chose ensemble. D'avoir tout le monde autour de la table. C'est ça. Deuxièmement, le fait que l'ACFO soit impliqué, on a eu une grosse rencontre. Que les dirigeants de l'ACFO et tous étaient là. Les Franco-Ontariens. Une rencontre au sommet. Oui, c'est vraiment une bonne rencontre. Alors, que tout soit là, ça donnait aussi un peu de crédibilité parce que la tendance, c'est toujours de montrer que
nous ne sommes pas intégrés par les autres. Oui. Puis moi, je dis non, c'est nous-mêmes qui devons nous intégrer. Oui. Donc, ces deux points vont se rivaliser au fur et à mesure qu'on avance. L'esprit de voir les autres nous aider et l'esprit de voir que nous-mêmes, nous pouvons créer notre propre territoire. On peut devenir une valeur ajoutée. Oui. Okay. On va partager des choses ensemble, mais on a des choses qu'on peut apporter. Oui. Okay. Et puis pour moi, une des choses qu'on est en mesure d'apporter, c'est la dimension multiculturelle. Oui. De la francophonie. Oui. C'est de transformer cette francophonie qui est très homogène en une francophonie où les immigrants ont leur place. Oui. Tu vois? Oui. Donc c'était ça les deux courants qui se rivalisaient mais qui travaillaient ensemble et qui cheminaient. Et cette rencontre, elle a produit quoi après cette discussion-là, ce travail? Cette rencontre était une bonne rencontre. Ça a permis aux leaders, si je peux le dire ainsi, de la communauté, représentants de la communauté, de voir que nous pouvons faire des choses ensemble. Oui. Nous pouvons faire des choses avec les autres peuvent faire des choses avec nous. Oui. Donc ces trois points sont importants. Oui. On peut faire des choses ensemble. Nous pouvons faire des choses avec les autres. Et les autres peuvent faire des choses avec nous. Alors, donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est ce qui veut dire que on attend d'eux des choses, ils attendent de nous aussi des choses. Oui. Et nous-mêmes, nous devons faire des choses ensemble. Exactement. Donc, on a commencé par des points de voir un peu comment, si la communauté telle organise telle chose, telle communauté peut participer, les adresses sont échangées. Donc, il y avait quand même un début de collaboration qui était quand même un début intéressant. Oui. Mais dans ce courant, ce que je dois retenir, c'est que, j'ai commencé par voir des gens adhérer à l'idéal. Tu vois? Adhérer à la cause aussi. Oui, à la cause. J'ai vu des gens adhérer à la cause, puis celui qui m'a le plus marqué dans le temps, c'était Séverin Ndema Moussa. Oui. Lui, il a vraiment adhéré à la cause. Il y avait Jeanne Totanienne, elle n'est plus ici. Il y avait des gens qui ont commencé à adhérer à la cause. C'était bon de voir. Je vais dire ici que le défi de notre communauté reste le même depuis ce temps jusqu'à présent. Le premier défi, c'est que on ne peut pas être sympathisant de sa propre cause. Oui. On ne peut pas seulement en parler. On ne peut pas voir que ça va mal. C'est juste être sympathisant. Les autres peuvent sympathiser avec nous. Oui. Mais nous, le premier niveau, c'est d'adhérer à notre cause. C'est d'adhérer à notre cause. Donc cette adhésion est assez... Cette adhésion était bonne en ce temps-là. Mais aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'il y a d'adhésion à la cause. Oui. Bon, il faut aller à un niveau plus haut. Oui. Au lieu de rester un adhérent, il faut devenir un militant de la cause. Oui. Un militant de la cause. Oui. Du militantisme, il faut devenir un activiste. Oui. Donc, il y a 4 niveaux. Oui. Donc, quand on dit leader, je dis, mais il est leader de quoi? Oui. Il est leader à quel niveau? Oui. Dans quoi? C'est quoi son investissement à la cause? C'est tellement fondamental ce que je dis que est-ce qu'il est prêt à risquer pour la communauté? Est-ce que la cause est si importante pour cette personne que cette personne est prête à faire tout ce qu'il peut faire pour faire aboutir cette cause-là? Ça, c'est les activistes. Oui. Et alors, je pense qu'on va prendre une courte pause, M. Pierre Dadjo, et on va revenir avec le côté de l'engagement au sein de la communauté. Donc, pour ceux et celles qui sont en train de nous écouter, on vous demande de rester là. On revient tout de suite avec M. Pierre Dadjo. Donc, pour la suite, un visionnaire communautaire. Et donc, on va parler du reste de son héritage et de ce qu'il a apporté à la communauté. Ne quittez pas, on revient tout de suite après la pause.
Ici Jacqueline Pelletier. Lors de notre prochain entretien à Parlons-en, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec M. Omar Tounekti, dont les parents âgés vivent encore en Tunisie, loin, et qui a perdu un enfant il y a une dizaine d'années. Le deuil, la vie, le courage, nous allons en parler. Parlons-en, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour à Vivre Ensemble, j'ai le plaisir d'accueillir à l'émission M. Pierre Dadjo, un visionnaire communautaire. Et Pierre, M. Dadjo, on parlait de le degré d'engagement juste à la première partie de l'émission, et puis vous en avez nommé 4 niveaux de degré d'engagement, et vous étiez à votre premier niveau. Alors, j'aimerais qu'on continue peut-être dans cette lignée. Donc, qu'est-ce que vous avez constaté d'autre? Oui, il faut dire que lorsqu'on est sympathisant, oui, on va participer aux activités, et puis quand on soutient, on est juste un soutien. Donc on est en périphérie. Il y a pas, on est d'accord avec la chose, on en parle, et puis ça s'arrête là. Mais lorsqu'on adhère, ça prend un autre niveau. Oui. Et ce niveau, de mon point de vue, ce sont des gens qui deviennent membres de l'organisme, qui sont prêts à faire des cotisations, qui sont un soutien financier, à participer aux activités, faire la promotion, donner du bénévolat, etc. Donc, ces personnes-là... Apporter son expertise. C'est ça. Donc, ces personnes, ce sont des adhérents. Maintenant, lorsqu'on arrive au niveau du militantisme, déjà au niveau des adhérents, il y a quelque chose de fondamental. On le fait pour la communauté. On ne le fait pas parce qu'on veut gagner quelque chose en premier lieu. Par amour. C'est normal que tu peux gagner quelque chose. C'est totalement normal. Mais la vision première, la pensée première, c'est pour faire avancer la communauté. Alors, ce que ça signifie, si c'est une structure que tu as commencée, ce n'est pas ta structure. Lorsque ça devient ta structure, il y a un problème. Il y a un problème. Tu n'as même pas adhéré à une cause communautaire. Tu veux profiter d'une occasion communautaire pour te faire un avenir. Ça ne devrait pas être ainsi. Ça ne devrait pas être ainsi. Et puis la majorité, c'est ce que nous vivons. La majorité, c'est des adhérents. C'est-à-dire qu'on saisit une certaine opportunité. On cherche une opportunité. Et ça, c'est une opportunité pour se donner un avenir. Non, ça ne devrait pas être ainsi. Parce que ça, rien ne restera par la suite. Donc ça sape le degré de l'évolution même de la communauté, de l'individualisme. C'est ça. Donc, pour ce que moi j'ai pu vivre et que je me suis imposé comme règle, c'est que en tant qu'adhérent à cette cause, la cause, elle est là, moi je suis là. La cause est distincte de moi. Je te donne l'exemple au moment où j'ai élaboré tous les documents pour le César. On a eu une rencontre. Le Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton. Oui, on a eu une rencontre. Et je leur ai dit ceci. Le premier emploi qui va naître du CESOC, c'est moi qui va l'avoir. J'ai été très clair. Puis ils ont commencé par... il y en avait qui n'étaient pas d'accord. Et puis il y en a qui ont dit, mais le gars, il a fait tout le travail. Et puis il est clair. C'est juste. Il faut qu'on s'entende maintenant. Il ne veut pas continuer à faire le bénévolat et que le premier emploi, mais il a la vision. Donc j'ai mis les cartes sur table. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour moi, ce n'est pas mon organisme. C'est l'organisme désormais de nous tous. Donc n'importe qui peut devenir directeur général.
Mais moi, je pose ça parce que s'ils ne sont pas d'accord, je vais aller me chercher un emploi, tout en étant le bénévole de l'organisme. Exactement, oui. Donc, j'ai posé les choses cas sur table. C'est ce qu'on ne voit pas. Il y a comme l'organisme, la structure et la personne sont confondus. On ne laissera rien pour la communauté. Lorsque la personne trépasse, l'organisme va trépasser aussi. Exactement, oui. Okay? Ou bien les chicanes vont commencer parce qu'on n'a jamais donné la statut communautaire qu'il convient à l'œuvre qui a été réalisée. Et puis personne ne réussit seul. Personne ne réussit seul. On réussit toujours avec les autres. Oui. Donc, qu'on le veuille ou non, on regarde dans l'histoire, Jean-Marie a participé au César. Il y a un nombre de personnes qui ont apporté leur support à un moment donné ou un autre pour le développement du César. Donc, si vous voulez rêver, il faut réussir à engager les autres dans votre rêve, qu'ils puissent rêver avec vous. Donc, au niveau adhérent déjà, il faut que les choses soient claires. C'est là où le militantisme est plus actif. Accentué, actif, Oui, parce qu'on voit que ces gens-là sont sérieux, ils sont sincères. Moi, on m'a offert des emplois, tant au gouvernement provincial que fédéral dans le temps. Et pourtant, je n'avais pas un salaire du CESOC. Je n'avais pas un salaire. Donc, continuer à résister le troisième niveau. Oui, parce que j'avais une mission. J'étais dans une vision. Et je voulais accomplir une mission. Donc, ne pas se faire détourner par toutes les offres qui passent autour. Combien de personnes ont quitté? Il y en a qui ont trouvé leurs emplois, ils sont partis. Il y en a qui sont partis pour l'international. Il y en a qui... Il y a tellement de gens... Mais ça doit être un pincement de cœur à chaque fois qu'il faut recommencer avec les nouvelles personnes. Ou, certains le diraient peut-être? Franchement, mon point le plus fort, c'était que j'étais beaucoup plus apprécié par les institutions, par les partenaires institutionnels. Donc ce soutien-là était important. Ce soutien était important. Ma crédibilité était beaucoup plus avec les ministères. Parce que si on veut me donner un projet qui ne correspond pas à moi, je ne prends pas. On me propose des choses, si ça ne convient pas, je ne prends pas. Un projet que je réalise, je vais rendre compte fidèlement. Donc, j'avais bâti cette crédibilité-là. Alors, maintenant, au niveau de la communauté, je ne peux pas dire que je n'étais pas respecté. Mais il faut dire que la misère faisant, ceux qui peuvent se donner des idées que vous êtes en train de vous mettre de l'argent dans la poche, etc., ça ne manquera pas. Alors, ce n'est pas la chose la plus importante. Mais plus d'un quart de siècle, bientôt 3 décennies après, quand vous reprojetez projetez à l'avenir de qu'est-ce que ça deviendrait cette œuvre-là qui est là, qui est devenue une institution aujourd'hui, il faut le dire. Comment est-ce que vous l'entrevoyez? Moi, je crois que il revient et cette question avec la communauté aussi, hein? Oui, il revient à la communauté de se l'approprier. De se l'approprier. Moi, mon objectif, c'était d'accomplir ce que j'ai accompli. Et bravo de l'avoir fait. De 0 employé à 35 employés quand je quittais, de $0 à plus de 2 millions quand je quittais. Aujourd'hui, c'est une structure solide. Donc, il faut la faire continuer. Il faut la continuer. Donc, moi, j'ai confiance par rapport à la relève qui est là présentement. Je n'ai pas de doute. Ce qu'il faut, c'est quand même que l'action militante, au niveau de l'action militante dans la communauté, ça baisse. Il n'y a plus d'activistes. Il n'y a plus d'activistes. Je prends Jean-Marie. Jean-Marie est très militant par rapport à tout ce qui est communication. Et puis, il a toujours été comme ça. C'est bon. Je suis d'accord avec ça. Communautaire, oui, il est engagé. C'est bon. Mais on a de moins en moins cela. On a de moins en moins cela. Alors, et puis, est-ce que ce constat part de...
est-ce que c'est parce que vous avez l'impression que les gens se disent que ce n'est plus nécessaire de se battre, de s'imposer par rapport à ces enjeux-là ou C'est parce que c'est difficile d'être militant, c'est difficile d'être activiste. D'un côté, ce n'est pas bien vu au niveau franco-ontarien. Okay? C'est pas bien vu. Alors, on avait peur de Pierre Dadjo. Pierre Dadjo le méchant, Pierre Dadjo le ceci. Pierre Dadjo dit des choses qu'ils ont besoin d'entendre. Parce que tu ne peux pas faire de changement lorsque tu laisses les tabous te dominer. Il faut enlever les tabous. Mais il y a un risque à le faire. Et lorsque tu commets ce risque-là, il faut savoir que les gens vont être contre toi. Et puis moi, mes ennemis, les tout premiers, ce sont les franco-ontariens. Quand je dis ennemis, ce n'est pas ennemi pour me faire du mal. Exactement, mais ils ne sont pas d'accord avec ma vision. Le message et avec ma vision. Ce sont des amis, on s'assoit, on se dit les choses franches, mais ils ne sont pas d'accord avec ça. Mais c'est une myopie communautaire parce que de toutes les façons, ce que nous pouvons apporter en ayant cette liberté est beaucoup plus grande. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'immigration francophone. Exactement. Mais qu'est-ce que ça m'a coûté à moi pour pouvoir obtenir cette immigration francophone? Donc ces deux mots-là aujourd'hui sont acceptés partout, tout le monde en parle, et puis c'est devenu un secteur. Mais on ne dit jamais qui l'a fait. Qui sont ceux qui ont été... La FCFA s'en est approprié, ce qui n'est pas réel, mais on sait, ils savent bien qui sont les personnes qui ont travaillé pour que l'immigration francophone soit ce qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est très peu ce qu'on a obtenu. Parce que si les immigrants eux-mêmes ont leur place, ont pu obtenir leur place dans ce qui se passe, mais il peut avoir des institutions, il peut avoir des réalisations pour les francophones immigrants, ce qui ne peut que faire rayonner davantage notre francophonie. Aujourd'hui, on parle d'universités qui va se fermer, ou qui sont en train d'ouvrir. Tous ces problèmes-là qu'ils ont. Mais ça doit se régler dans un cadre. Si les autres, vous refusez l'existence des autres, parce que les autres peuvent juste être des clients de vos institutions, ça n'ira pas loin. C'est une vision limitée. Mais lorsque vous travaillez ensemble à développer des outils pour faciliter, pour favoriser le développement des autres, mais c'est que vous donnez davantage de vie à ce que vous avez. Donc, malheureusement, ce que je peux dire, c'est que les immigrants ont peur de s'engager, d'être engagés, parce qu'il y a des conséquences. Et ces conséquences, c'est généralement la peur aussi des franco-ontariens. Il faut que ça soit clair. Moi, je n'ai pas peur d'eux parce que je les aime. Je n'ai pas peur d'eux parce qu'ils m'ont accueilli. Je n'ai pas peur d'eux parce que je les connais, ils me connaissent. Voilà, donc en tout cas, vous les connaissez, ils vous connaissent. Alors, c'est avec ça qu'on va terminer l'émission. Merci infiniment, M. Pierre Dadjo, d'être passé à l'émission. Et vous, j'espère que vous avez apprécié cette communication-là. On vous revient avec une autre émission et on vous souhaite de passer un excellent temps. Donc, à continuer à écouter les émissions de Vivre Ensemble. Merci, M. Pierre Dadjo. Avec plaisir. Merci. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mardi, Maître Andréane Charon de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario nous parlera de l'aide juridique en temps de pandémie. Par la suite, nous discuterons de l'organisme Mosaïque interculturelle avec leur représentante Nicole Baptiste. Finalement, notre coach de vie, Sylvie Lapointe, vous donnera ses suggestions pour atteindre un équilibre de vie. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Cette semaine, à Viens que je te raconte, on commémore le jour du souvenir. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers.
Cette semaine, à Nathan Parle, je reçois Caroline Rochon. Elle est conférencière, formatrice, organisatrice professionnelle et coach en succès. Nathan Parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.